C'est bon, on est parti. Bonjour le Bordeaux Geek Festival et bienvenue à cette conférence Au boulot, les robots. J'adore ce titre et je vais vous expliquer pourquoi. Au boulot, les robots, on n'a pas peur des robots. On va parler de la ville du futur, de l'industrie du futur et on va parler de quel projet politique finalement on peut construire à partir de cette nouvelle technologie. Alors je vais aller très vite parce que le temps m'est compté et que j'aimerais avoir un temps d'échange avec vous à la fin. Donc cette conférence va parler des défis finalement de l'automatisation et de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va d'abord se poser la question de d'où vient le terme robot. Alors le terme robot, évidemment, c'est un écrivain du nom de Karel Čapek, qui était tchèque et qui a inventé ce terme en 1920 dans une pièce de théâtre. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est toujours l'imaginaire artistique, culturel, j'ai envie de dire, qui va pousser d'abord les limites de la conception, les limites de l'imagination pour ensuite venir enrichir les innovations industrielles. Alors qu'est-ce que signifie ce terme de robot? Ce terme de robot, il signifie travail, il signifie corvée, il signifie même esclave. Et un peu plus tard, on a le fameux Isaac Asimov, qui dans son roman, en 1942, son roman Run Around, a décliné ce terme en robotique, les fameuses lois de la robotique, etc. etc. Alors, juste pour chauffer l'assistance, juste avant, je vous parlais de robots, de cyborgs, d'automates. On est un petit peu perdu. Très rapidement, les automates, ça existe depuis très longtemps. Déjà, dans la Grèce antique, on avait le thème de Galatée, cette statue qui prend vie. Et puis ensuite, plus tard, on a eu Frankenstein, etc. Des automates, ça a toujours existé. Vraiment, on considère même que déjà, avec les hommes préhistoriques, ils fabriquaient des espèces de collets pour attraper des proies quand ils chassaient. Et c'était déjà une forme d'automatisation. Alors les androïdes, qu'est-ce que c'est? Des androïdes, ça peut être à la fois fait de cybernétique ou ça peut être fait aussi d'éléments organiques. Alors que le cyborg, lui, il est vraiment complètement robotisé, complètement mécanique. Le robot, on en a déjà parlé un petit peu. Et puis on a les drones qu'on voit de plus en plus partout autour de nous, qui sont généralement volants, mais qui peuvent être aussi terrestres. Et puis les cobots, qu'est-ce que c'est? C'est un robot collaboratif. Sa fonction va être vraiment de travailler au contact de l'être humain et c'est un vaste sujet de recherche et de déploiement aujourd'hui dans l'industrie. Allez, j'avance pour aller très vite. Quelques chiffres qui vont commencer à faire peur, je vais en balancer quelques-uns et puis ensuite je vais faire baisser le niveau d'anxiété. Je le fais d'abord monter évidemment parce que comme ça je suis sûr d'avoir votre attention. 375 millions de jobs sont menacés d'ici 2030 par l'automatisation. Alors là déjà on peut se dire aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai très peur. On sait déjà qu'il y aura 3 millions de robots en 2020, 3 millions de robots en 2020 dans le monde, et ça va aller vraiment crescendo, ça va aller exponentiel. Ici, quelques chiffres partagés par Le Monde, où on voit une accélération vraiment de la robotisation, de l'automatisation. On en a de plus en plus. Ça ne fait que grimper à la fois en termes d'installation de matériel et aussi en termes de productivité et de chiffre d'affaires généré. Je vais très vite et je vais vous parler de ce que j'ai baptisé le système de désorganisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce raz-de-marée qui nous arrive, on est un petit peu en train de boire la tasse, quoi, quelque part. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on doit aller au four et au moulin. Est-ce qu'il faut d'abord commencer à se robotiser ou il faut commencer à se former? Bon, on prend peut-être le problème par le mauvais bout. C'est-à-dire que d'un côté, on envoie les gens en formation, du coup, ils ne sont plus là dans les entreprises. Ils vont être absents de 15 à 45 jours. Et de l'autre côté, on se rend compte que les compétences dont ils font l'acquisition, les compétences, en fait, elles sont friables. Elles sont frappées d'obsolescence. Comme votre smartphone, vous devez en changer tous les 2 ans. C'est pareil, vous allez apprendre quelque chose et vous allez devoir à nouveau vous former. Alors, comment est-ce qu'on peut avancer face à ce cas de figure? C'est assez complexe, on va voir les solutions un peu plus tard. Quelques chiffres encore. La moitié des heures travaillées en France seraient potentiellement automatisables d'ici 2022. Imaginez un petit peu là, on ne se rend pas compte, mais finalement on est au bord d'un précipice. En tout cas, c'est une perspective que je vais essayer de détruire parce que vous allez voir que finalement les choses sont moins dangereuses qu'elles n'ont dans l'air. 5%, finalement, 5% des postes sont susceptibles d'être réellement automatisés. Donc on comprend qu'il va y avoir une automatisation vraiment majeure qui va toucher énormément de secteurs différents, mais on comprend que finalement, les jobs qui vont disparaître seront vraiment très peu nombreux. 60% des emplois pourraient être
partiellement automatisés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en fait, on va tous apprendre à travailler avec différents automates. Comme on est déjà en train de le faire, on a tous déjà accepté la présence de notre smartphone dans notre quotidien. Donc en Europe, on parle de 15 millions de jobs qui vont être créés grâce au digital et 6 millions qui pourraient être amenés à disparaître. Alors, petite soustraction rapide, on voit que quand même le solde est positif puisqu'on a 9 millions de jobs qui vont être créés d'ici 2025 en Europe grâce à l'automatisation et au digital. Donc c'est pour ça que je vous disais, tout de suite, on descend le niveau d'anxiété. Effectivement, on va être challengé par les robots, par les IA qui vont arriver, mais il suffit de se mettre un petit peu au goût du jour et comme ça, on ne sera pas largué. Alors, on enchaîne. Donc je vous ai parlé d'IA, je vous ai parlé de robots, je vous ai parlé des métiers. Et donc tout ça va créer une sorte de cercle vertueux et vraiment va nous permettre de développer davantage d'activités, de gagner en productivité, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme type de robot? On a des robots comme Pepper, on a des robots comme la Mule, on a d'autres robots qui vont faire du pick and place dans des hangars, etc., etc. Parfois, ils sont un petit peu hésitants, parfois, ils sont un petit peu maladroits. On a l'impression que ce n'est pas encore au point. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, demain, voire déjà aujourd'hui, c'est en train de changer. On a déjà des robots qui sont comme des collègues de travail. Pour ceux d'entre vous qui sont les plus proches, donc je vous invite vraiment à vous rapprocher si vous ne voyez pas les écrans, vous voyez déjà le robot Colossus. Le robot Colossus, c'est le robot qui est venu en aide aux sapeurs-pompiers sur l'incendie de Notre-Dame. Donc ils sont déjà en activité. On trouve aussi un petit robot qui accompagne le facteur dans sa distribution de courrier quand il se des colis un peu lourds. Il y a un autre robot qui est un policier à Dubaï et encore un autre robot qui est un policier à Pékin. Alors, regardons un petit peu une entreprise qui est très avancée sur le sujet de la robotique et voyons un petit peu ce qu'elle est en train de faire. Il s'agit évidemment de Boston Dynamics. À la fin de cette année, maintenant où je vous parle, à la fin de cette année, ils vont commercialiser le robot que vous voyez à l'écran. Il s'agit de Spot Mini. Il va être vraisemblablement vendu pour moins de 100 000 $. Il a une autonomie de 90 minutes. Il fait seulement 30 kg, dont 5 kg avec son bras. Et il est contrôlable par tablette. Alors c'est intéressant parce que c'est un robot qui est capable d'ouvrir des portes, qui va être capable de ramasser des objets, qui va être capable de faire des rondes de sécurité, etc. Et quand on regarde un petit peu quelle est leur stratégie, qu'on essaie de rentrer en détail, ok, mais ils veulent faire quoi concrètement avec ces robots? Eh bien, on voit qu'ils visent différents secteurs. Ils vont viser le divertissement, ensuite ils vont viser la sécurité, puis ensuite ils vont s'en servir pour les cas de emergency response, donc c'est toutes les situations de catastrophes naturelles, par exemple, où il faut réagir très très vite, où c'est compliqué, typiquement Fukushima. Et puis ensuite, on va voir que ça va être utilisé pour de la livraison, pour de la gestion dans les entrepôts, pour l'aide à la construction, etc., etc. Et on a deux droites en fait, qui sont la mobilité et la capacité à manipuler des objets fins. Et on voit que sans cesse, si on veut se rapprocher des humains, donc par exemple faire de l'accompagnement aux personnes âgées, il faut des robots qui soient à la fois dotés d'une manipulation très fine et en même temps d'une certaine mobilité. Et alors, on voit que la première génération des robots finalement de Boston Dynamics qui sont apparus n'étaient pas forcément si mobiles que ça et n'avaient pas des capacités de manipulation très élevées, mais que c'est en train de s'améliorer. Donc là, on voit un petit peu les différentes générations qui sont sorties. On peut se dire, OK, que va-t-il se passer par la suite? Vraisemblablement, on va arriver à des robots de plus en plus mobiles et qui seront capables de saisir des choses extrêmement fines. Vous pourrez leur serrer la main sans avoir la crainte qu'ils vous broient les doigts. Et alors, quelle est la stratégie derrière finalement la sortie de Spot Mini qui va arriver en fin de cette année? Eh bien, c'est vraiment un peu l'approche du système Android, pour ceux qui ont déjà des téléphones Android. Donc l'idée, c'est de penser en termes de plateforme. C'est une plateforme de système, un peu comme une Tesla. Donc vous achèterez votre robot et ensuite il y aura des mises à jour à distance où votre robot sera capable d'avoir de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles capacités. Donc il pourra interagir dans tous les métiers liés à la construction, liés à la livraison, à la sécurité, ou même être un assistant personnel à votre domicile, si vous avez les moyens. Donc ça, c'est les robots un petit peu aujourd'hui. Alors là, tout de suite, posons-nous un instant. Alors je ne sais pas si vous voyez l'écran, mais est-ce que déjà dans cette assistance, est-ce que peuvent lever la main ceux qui se sentent vraiment humains? Allez, on joue le jeu. Ok. Levez la main ceux qui ont l'impression déjà d'être des robots dans leur vie quotidienne. Bon, ça me rassure. Alors,
Pour les internautes qui ne voient pas la salle, sachez que personne n'a levé la main. Donc c'est plutôt rassurant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être qu'un jour, vous serez confronté à cette situation où vous jeterez des graines comme ça à des drones, en fait, en pensant que c'est des oiseaux. Bon, quand on en arrivera là, j'espère qu'on aura évité tous les problèmes que je vais vous annoncer. Alors, quelques chiffres en continu. 5 millions d'emplois détruits d'ici 2022 dans les pays développés. Donc c'est encore des choses qui font peur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que 50% des métiers actuels n'existeront plus. 50% des métiers actuels qui n'existent plus, ça peut aussi nous inquiéter. Et en fait, non, c'est le changement. C'est comme les maréchals Ferrand quand l'automobile est arrivée. Ben forcément, il y avait moins de palefreniers, il y avait moins de... voilà. C'est comme les gens qui s'occupaient des lanternes de l'éclairage public. Il n'y avait plus besoin d'aller éteindre les lampes à l'extérieur. Donc tous ces métiers vont changer. La grande question qu'on se pose à chaque fois, je l'ai remis cette année, et je pense que c'est la question qui va vraiment vous intéresser. Ok, est-ce que mon job à moi, est-ce qu'il va disparaître? Bon, ben déjà, il y a 4 questions qu'il faut se poser. Si à chaque fois vous répondez, vous avez la mauvaise réponse, ben forcément, vous vous mettez en danger. Première question, est-ce que vous avez une activité plutôt verticale ou horizontale? Alors évidemment, là je ne vous parle pas de est-ce que vous êtes nageur ou est-ce que vous escaladez. Non, c'est pas ça. Hein. Verticale, horizontale, c'est tout simplement en termes d'intelligence. Est-ce que c'est une intelligence verticale ou est-ce que c'est une intelligence horizontale? Aujourd'hui, les intelligences artificielles, elles ne sont pas du tout horizontales, c'est-à-dire elles ne sont pas du tout capables, elles sont hyper contextualisées, elles ne sont pas du tout capables de s'adapter à un environnement qui est nouveau. Donc si votre activité, ça va être de faire des tâches répétitives dans un environnement hyper contextualisé, ben finalement vous êtes très vertical et là vous pouvez être remplacé par une IA. Est-ce que vous êtes plutôt manuel ou est-ce que vous êtes plutôt intello? Alors, si vous êtes plutôt manuel, ben là on l'a vu, les robots vont gagner vraiment en manipulation, en mobilité, vous êtes mis en danger, à certaines exceptions près. Puisque si vraiment ça va être de la haute couture, si vraiment ça va nécessiter un doigté qui est créatif, bah à nouveau, vous allez être vraiment sécurisé. Mais si vous êtes soi-disant intello, par exemple, je sais pas, je veux pas jeter l'opprobre sur les comptables et les avocats, c'est des professions qui nécessitent une formation assez longue et qui nécessitent vraiment une activité intellectuelle, mais pour autant, on va voir émerger des systèmes qui vont automatiser énormément certaines tâches qu'on considérait comme intellectuelles. Est-ce que vous êtes empathique? Très important. Si vous avez une activité où vraiment vous n'avez pas besoin de faire preuve d'empathie parce que vous n'êtes pas au contact d'autres personnes, ben là, attention, pareil, c'est dangereux. Et enfin, dernière question, est-ce que vous avez une acceptabilité sociale? Qu'est-ce que c'est l'acceptabilité sociale? Ben, c'est le type de job où si jamais on vous retire, on a vraiment l'impression que c'est beaucoup moins fun. Typiquement, le football. On pourrait imaginer du football sans arbitre, puisqu'on a déjà des caméras, on met de la computer vision, et on a des systèmes experts qui seraient capables de dire à quel moment, à quelle nanoseconde presque, le joueur commet une faute. Honnêtement, ce ne serait pas du tout fun, et c'est pour ça qu'on continue de garder des arbitres humains. Alors, on continue sur cette idée de match entre l'homme et la machine. En haut, vous voyez donc les tâches dans lesquelles les humains excellent, et en dessous, les tâches dans lesquelles les robots excellent. Ben vous voyez que tout ce qui est excessivement complexe, qui nécessite de l'intelligence émotionnelle et relationnelle, la machine en sera jamais capable. Alors que des choses un peu plus classiques comme localiser le savoir, le langage naturel, la capacité à travailler sans se reposer, bon ça forcément les robots seront beaucoup plus forts. Alors sur l'emploi, je reviens un petit peu, on a donc 50% des jobs qui vont être touchés, on a 40% des jobs qui vont devoir se transformer et on a 10%, 5 à 10% qui vont vraiment disparaître. Donc quel est l'enjeu finalement? Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, l'enjeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment faire tomber toutes les barrières d'accès aux formations. À tel point que je préconise même que certaines formations qui sont aujourd'hui payantes deviennent vraiment gratuites, le plus accessible possible. Et surtout accessible tout au long de sa vie en fait. C'est une formation continue qui est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on va devoir apprendre de nouveaux métiers. Et au-delà de ces nouveaux métiers, en réalité, sont des nouvelles compétences qu'il va falloir travailler. Parce que le sujet n'est plus d'avoir un emploi à vie. Le sujet, c'est d'avoir des compétences qui permettent en permanence d'apprendre et de trouver un nouvel emploi. Parce que ça va changer en permanence. Il faut arrêter de penser en termes de métier, il faut penser en termes de compétences. C'est ça le nouveau deal qui est en train de se mettre en place et c'est ça l'impact que les robots ont aujourd'hui sur notre société. Alors,
Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas tout dit. Aujourd'hui, où est-ce que vous vous trouvez? Vous vous trouvez dans le vortex, au cœur de la 4e révolution industrielle. Il y a des évolutions de tous les côtés. Évolution des sociétés, évolution des technologies, évolution des marchés, et vous, vous êtes au milieu de tout ça. À chaque fois que ça s'est produit dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois, il y a eu une révolution industrielle. En même temps, ça s'accompagne de ce que j'appelle une tectonique de la connaissance, c'est-à-dire que des grandes plaques de connaissances sont en train de s'entrechoquer dans les nanotechnologies, dans la biotechnologie, dans les sciences de l'informatique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va travailler sur des neurones, sur les atomes, sur les gènes et sur les octets. Et à chaque fois, on va produire d'énormes disruptions. Et cette révolution industrielle, vous l'avez bien compris, ce n'est pas une révolte, c'est bien une révolution. Cette révolution, elle est survenue déjà 3 fois auparavant. Première fois, on avait un jésuite en Chine qui a fait un premier croquis, il n'est jamais allé jusqu'à la POC, jusqu'au prof de concept. À peu près quelques décennies plus tard, on a Richard Trevithick, un Anglais, qui a conçu en 1804 la première machine à vapeur. Elle a roulé sur 10 km, elle a transporté plus de 50 tonnes. Quelques décennies plus tard, on est en 1870, aux États-Unis, à Cincinnati, on a les premières lignes de découpage électrifiées pour les bouchers. Donc on a des abattoirs à Cincinnati où les mecs se sont organisés et découpent la viande comme ça, tâche par tâche. Que se passe-t-il à peu près 25 ans, 30 ans plus tard? Un certain Henry Ford va visiter ces abattoirs. Il visite ces abattoirs et là, ça lui donne des idées. Il se dit, tiens, je vais organiser mon travail et surtout, je vais créer une ligne d'assemblage. Et là, on est en 1913. Et ensuite, 3e révolution industrielle, 1969, le premier automate programmeur industriel, le Modicon 084, inventé par Dick Morley, qui nous a donné un peu plus tard, je vais très vite, un peu plus tard, voilà, vous voyez la vidéo d'une ligne de production dans une usine Tesla, la fameuse Gigafactory, qui fabrique la Model 3. On ne va pas regarder la vidéo entière parce qu'elle fait 4 minutes et je pense qu'on n'a même pas ce temps-là. Mais vous pouvez voir que déjà, on va retrouver justement le principe de ligne d'assemblage, le découpage très précis du travail. Et ça va très très vite, puisque du coup, on voit la voiture prendre forme sous nos yeux. Et alors, petite histoire très intéressante là-dessus, c'est que la vision d'Elon Musk, donc le PDG de Tesla à l'origine, était de tout automatiser. Et il s'est rendu compte qu'il y avait énormément de problèmes. Les freins venaient pas tant des ressources humaines qui n'étaient pas capables d'adopter le changement, les freins venaient vraiment du découpage du travail pour des automates. Et en particulier sur l'insertion des sièges. Donc là, on va voir que le problème a été réglé. C'était très compliqué de demander aux machines de faire cette tâche-là. Et c'est pour ça qu'ensuite, ils ont eu un rythme de recrutement absolument phénoménal, jusqu'à 300 à 400 personnes recrutées par semaine pour rattraper les retards de production. Et donc on voit bien qu'on est dans une cobotisation, donc on est dans une cohabitation de l'humain et de la machine pour justement avoir la meilleure performance possible. J'attends que les sièges arrivent et ensuite je vais couper, je vais enchaîner. Vous allez voir comment ça se passe. Donc là, le tableau de bord a été posé, le capot, l'électrique a été posé. Ça va très très vite. Alors, ils avaient une telle croissance d'activité et ils ont dû entièrement réorganiser toute la ligne. Le PDG a dormi pendant des semaines dans l'usine. Ils ont monté des tentes à côté pour pouvoir accueillir plus de travailleurs. Et on voit que vraiment, les tâches sont encore très précises et très segmentées. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle un takt time, c'est-à-dire que vraiment, on a micro-timé chaque intervention et on l'a distribué en fonction des travailleurs. Et voilà les sièges qui sont posés par les bras mécaniques. Alors, tout ça, ça nous amène à la 4e révolution industrielle, qui est celle qu'on vit maintenant. Et cette 4e révolution industrielle, elle a plusieurs promesses. Déjà, la promesse d'avoir des jumeaux numériques. Donc, c'est l'idée que tout simplement, on va entièrement numériser les process et les phénomènes de la réalité. Donc, c'est-à-dire qu'on va
partir des modèles physiques, mathématiques, pour avoir des modèles numériques qui vont nous permettre de faire de la projection, donc à la fois de mieux comprendre ce qui s'est passé avant et en même temps de faire de l'analyse prédictive. C'est-à-dire que demain, à chaque fois que vous allez acheter quelque chose, par exemple une voiture, eh bien, elle sera vendue avec son digital twin, avec son jumeau numérique. Ça vous permettra de savoir ce qui s'est passé au moment où elle a été conçue, ce qui s'est passé au moment où elle a été produite, ce qui s'est passé au moment où elle a été livrée et ce qui se passera au moment où il y aura la maintenance à faire dessus. Alors, autre mouvement de fond majeur de cette 4e révolution industrielle, l'XR et le spatial computing. L'XR, c'est la réalité étendue, donc c'est le mélange de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et de la réalité mixte, où vraiment on va abandonner les écrans. Donc aujourd'hui, on utilise encore des écrans. Vous avez des écrans sur votre smartphone, sur la télévision, sur votre écran d'ordinateur. Tout ça va disparaître pour aller vers une sorte d'holographie où vraiment on va plutôt se réunir autour de l'affichage en 3D, donc avec des nouveaux affichages. Et c'est vraiment poussé par Microsoft et l'HoloLens. Et donc, quand on additionne toutes ces tranches de technologie, on arrive à des choses vraiment très puissantes. Et donc, l'idée de 3D, 4D, 5D, c'est quoi? C'est l'idée qu'on va davantage représenter le monde en 3D. La 4D, c'est l'idée qu'on va en permanence avoir une timeline, c'est-à-dire comprendre ce qui s'est passé avant, être capable de comprendre ce qui va se passer demain. Et la 5D, c'est être capable, comme dans un jeu vidéo, de pouvoir faire des choix en permanence entre des options stratégiques avec les coûts associés. Combien ça me coûte de faire un pas à droite, combien ça me coûte de faire un pas à gauche, en termes de temps, en termes d'énergie, etc., en termes éventuellement de capacité cognitive. Tout ça va se mêler avec l'IoT, donc l'Internet des objets. On va parler donc d'intelligence ambiante, donc c'est la capacité à connecter tout notre environnement pour créer une intelligence. Et on va parler d'informatique ubiquitaire, donc c'est un informatique qui est présent absolument partout. Et évidemment, la cybernétique que vous avez commencé à voir. Cette 4e révolution, elle va dérouler comme ça toutes ces technologies, tout son progrès dans la ville. Elle va le dérouler donc dans l'usine, dans la ville, et elle va nous amener à des changements profonds, qui sont en fait des changements de nature sociétale et organisationnelle. Et ces changements, ils répondent à 3 gros, énormes problèmes de notre époque. Premier problème, ce que j'appelle la crise des algorithmes. Qu'est-ce que c'est cette crise des algorithmes? Ça veut dire que partout, il y a des algos. Je veux rencontrer quelqu'un, c'est un algo sur Tinder qui va me pousser. Je veux manger quelque chose, c'est le moteur de recherche qui va me proposer un livreur, etc., etc. À la fin, quel est le résultat? On perd de la gouvernance. La gouvernance, c'est la capacité à décider tous ensemble. Je ne sais plus vraiment ce qui se passe, je ne comprends plus ce qui se passe autour de moi parce que ce sont des algos, et ces algos, je n'ai pas forcément la capacité à lire ou à comprendre comment est-ce qu'ils ont été écrits. Et ils fonctionnent tous en permanence, et parfois il y a des télescopages et des carambolages. Deuxième crise très importante de notre époque, évidemment, c'est la crise climatique. Et elle conduit à quoi? Pour faire très très court, à l'extinction du vivant. On a des inondations, on a des incendies, des sécheresses, on a une extinction de masse, on a la fonte des glaces. Bref, c'est le scénario noir, comme le précédent. Troisième crise de notre époque. Alors, ça c'était au cas où j'avais des climato-sceptiques dans la salle. Levez la main, c'est pour savoir si je passe 10 secondes sur cette slide. Merci, il n'y a pas de climato-sceptiques. Dernière crise de notre époque, c'est la crise de consommation, évidemment. Cette crise de consommation, c'est quoi? Elle vient remettre en cause notre modèle productif. En fait, on consomme tellement qu'on voit finalement du microplastique partout. On a une pollution qui fait 60 000 morts par an à cause des moteurs thermiques, etc. Elle va détruire le sens, en fait. On a des contre-récits qui apparaissent parce qu'on n'a plus de grande narration collective qui est capable de nous porter, de nous dire « Ok, on y va tous ensemble, on est dans une société dans laquelle on est capable de se reconnaître. » Et là, cette crise de la consommation, finalement, elle nous perturbe beaucoup. On voit une image très dérangeante que j'ai choisie volontairement, où on a le petit homme blanc privilégié, finalement, qui est assis comme ça sur différentes exploitations dont il n'a pas toujours conscience, et il va pouvoir profiter de ses privilèges. Et on voit que cette représentation, finalement, elle nous dérange énormément, et elle nous interpelle, et elle va nous pousser à construire de nouveaux modèles. Alors, on a souvent ce sentiment-là, finalement, aujourd'hui, en 2019, on a le sentiment un petit peu de passer notre tondeuse tranquillement sur notre gazon, pendant que derrière nous, il y a une tempête immense qui arrive. Non, non, j'ai envie de vous dire, à nouveau, j'ai remonté la jauge
d'anxiété, je vais la rebaisser. Pourquoi je la rebaisse? Parce que je pense qu'effectivement, nous vivons un choc de responsabilité morale. Parce que nous comprenons finalement toutes les conséquences de nos actes dont nous n'avions pas forcément la perception précédemment. Donc nous vivons, s'il y a un effondrement que nous vivons, en dehors de celui du vivant, c'est l'effondrement des certitudes, c'est l'effondrement des modèles. Et donc dans cette crise de représentation, on a du mal à se projeter, et c'est pour ça que l'apocalypse devient séduisante. Mais ma certitude à moi, c'est que l'apocalypse, c'est vraiment un manque d'imagination. Pourquoi c'est un manque d'imagination? Parce qu'on produit énormément d'innovation, on a énormément de progrès qui vont arriver avec l'automatisation, mais on a quand même un choix fondamental à faire entre deux modèles de société. Deux modèles de société qui sont amenés par cette automatisation. Alors, en préparant cette conférence, on m'a dit quand même, des fois, tu es un petit peu binaire. Alors, le fait d'être binaire, ça me permet, moi, d'être clivant, mais ce que je veux dire par là, c'est une grille de pensée que je vous apporte. Ça ne veut pas dire que c'est forcément tout noir et tout blanc. En réalité, il y a tout un camailleux entre ces deux extrémités. Donc là, je vous présente deux extrémités. Quelles sont ces deux extrémités? C'est une société où on va chercher à fabriquer du contrôle des individus par des systèmes automatisés, par des robots, et une société dans laquelle on va chercher à fabriquer de la confiance. Et alors là, j'ai envie d'opposer deux choses à nouveau, l'idée d'amélioration et l'idée d'augmentation. L'histoire que j'ai l'habitude de raconter, c'est imaginer la ligne de production de voitures. Je vous ai montré une vidéo de Tesla tout à l'heure. Dans cette vidéo de Tesla, où on voit les Tesla être assemblés, il n'y a pas de salariés équipés d'un exosquelette. Un exosquelette, c'est une combinaison que vous allez revêtir et qui va vous permettre d'être plus fort. D'accord ? Cette idée de force, cette idée d'augmentation, c'est l'idée que finalement l'humain est faible, l'humain n'est pas parfait, que la nature ne l'aurait pas doté de tous les moyens nécessaires pour atteindre son but. Et donc on va essayer de le corriger, on va essayer de l'augmenter. C'est l'idée un petit peu du surhomme. Et puis, il y a une autre idée qui est celle de l'amélioration. L'idée de l'amélioration, c'est que finalement, effectivement, si je me fatigue peut-être parce que je travaille comme ça, je vais peut-être avoir besoin d'un exosquelette au bout de 8 heures parce que sinon, je vais avoir des maladies, je vais avoir des troubles du squelette, des muscles, et ça va être catastrophique. Et à 40 ans, je ne serai plus capable de lever les bras. Ou alors, justement, on va me former et on va repenser cette ligne de production pour avoir une meilleure ergonomie. Et je vais travailler mon geste technique jusqu'à avoir une vraie perfection. Et on va repenser aussi l'organisation du travail dans laquelle je suis. Et donc, vous voyez, il y a un peu deux extrêmes entre l'augmentation et l'amélioration. Et derrière, à chaque fois, on va retrouver l'idée soit de contrôle, soit de confiance. 2 ans avant les Gilets jaunes, on a un illustrateur qui s'appelle Floch, qui avait conçu cette image, qui, moi, me parle beaucoup. Il y a un parallèle entre 1789 et 2017. Donc, c'est en 6 cases. Donc, les premières cases, on voit des gens qui meurent de faim. Deuxième case, on voit des nobles qui se goinfrent. Et ensuite, on voit des élus qui font la même chose. Et dernière case, on voit un révolutionnaire qui a coupé une tête. Et ensuite, on voit un supporter du PSG. Alors j'aime beaucoup cette caricature, même si j'ai envie de la dénoncer. Pour moi, elle symbolise vraiment la défiance. Je vous ai parlé de confiance, et là, c'est tout à fait la défiance. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas réglé ces 3 aspects-là, on sera toujours dans une posture de défiance par rapport aux projets de société, surtout les projets de société amenés par l'automatisation. Et donc, cette 4e révolution industrielle, si je dois résumer un petit peu ma pensée, donc c'est un changement sociétal et organisationnel qui est porté par la technologie, qui répond à 3 grands défis de notre époque, donc l'intelligence artificielle, le climat et le modèle productif, et son but est de fabriquer de la confiance. Alors, qu'est-ce que c'est la confiance? Tout simplement, c'est la capacité à prédire le comportement ou le résultat d'une personne ou d'une chose. Donc, c'est-à-dire en termes de fiabilité, en termes d'efficacité et en termes de lisibilité. La fiabilité, c'est quoi? C'est la garantie que ça va fonctionner quand j'appuie sur le bouton. L'efficacité, c'est quoi? C'est que le résultat qui sort, il est satisfaisant. Je me reconnais dedans. Et la lisibilité, c'est quoi? C'est l'auditabilité, c'est-à-dire ma capacité à comprendre, à lire ce qui s'est passé. Donc je vais accepter finalement d'avoir confiance dans des systèmes ou dans des machines, ce qu'on appelle la fameuse RHS, relation humain-système, si je suis capable, à chaque fois que j'appuie sur un bouton, d'avoir un résultat auquel je peux m'attendre et que je suis capable de comprendre. Donc il faut que je puisse aussi rentrer dans le code et dans le système pour pouvoir le lire, parce que sinon il va y avoir des biais qui vont être terribles et on va fabriquer énormément d'injustices.
et de rejet. Donc on va trouver ça dans les villes, on va avoir de plus en plus d'intelligence artificielle, d'automates et de robots partout. Dans l'usine du futur, évidemment, ça va être envahissant. Et c'est pour ça, enfin, qu'il faut mettre les robots au boulot. Il faut les mettre urgemment au boulot parce que si on veut construire ce modèle de société, c'est-à-dire finalement une technologie qui soit pleinement politique, c'est-à-dire qui s'empare du modèle industriel et sociétal, il faut vraiment libérer les machines. Alors là, je vais établir un parallèle très fort entre les modèles d'organisation de l'information et les modèles d'organisation des sociétés. Ce que j'observe, c'est qu'on est passé sur des réseaux finalement centralisés à des réseaux décentralisés, vers des réseaux ensuite distribués. Et mon postulat, c'est qu'il se passe exactement la même chose dans le monde industriel et dans les sociétés. En 1910, on avait une usine avec une masse ouvrière. En 1970, un réseau de sous-traitants avec des consortiums industriels. Et la perspective que je vois pour les décennies à venir, c'est qu'on va avoir des réseaux vraiment distribués. On va dispatcher les moyens de production pour être beaucoup plus résilients, être capable de monter rapidement en puissance avec la cobotisation, le technicien augmenté et surtout une vraie modularité des moyens de production. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. OK. Alors, vous me ferez plaisir, en sortant de cette conférence, à chaque fois que vous rencontrerez des silos devant vous, ou des murs, ou des portes fermées, vous les fracasserez systématiquement. Qu'est-ce que je veux dire en appelant un peu à cette émeute? Évidemment, c'est une émeute intellectuelle, conceptuelle. C'est que si on veut pleinement rentrer dans la 4e révolution industrielle, il faut faire ce qui s'est passé en Allemagne, à Berlin, c'est-à-dire il faut faire tomber les murs. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une entreprise, si vous voyez sur des portes les noms des gens, ça veut dire que déjà vous êtes dans une entreprise du XXe siècle. Ça ne fonctionne plus, on n'est plus du tout dans ce paradigme-là aujourd'hui. On est sur des espaces beaucoup plus ouverts où le but d'une carrière n'est pas d'avoir son nom sur une porte. Donc il faut casser les murs. Et on voit qu'il y a plusieurs modèles qui sont en train d'émerger. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, évidemment, il y a toujours un petit peu de géopolitique. Aux États-Unis, on va parler plutôt de Smart Factory. Au Japon, ils vont parler de Society 5.0. Pourquoi? Parce qu'eux, ils comptent 5 révolutions industrielles et pas 4. Ils n'ont pas la même façon de lire le passé que nous. Donc déjà, vous imaginez qu'ils ne vont pas forcément inventer le même type de futur. Ils n'ont pas non plus le même écosystème, ils n'ont pas les mêmes populations. L'industrie 4.0, c'est un concept qui est né en Allemagne en 2012. Et en France, nous, on parle d'usine du futur depuis bien plus longtemps, depuis fin années 70, début 80. Juste, je suis obligé, alors j'ai toujours tendance à avoir l'impression de ne pas être assez exhaustif, et en fait c'est un vrai cauchemar parce que je pars dans tous les sens, mais j'étais obligé de mettre une petite parenthèse sur la pensée humaine. Parce que je veux être certain d'éteindre absolument la moindre particule d'anxiété que vous pouvez avoir vis-à-vis des robots, vis-à-vis des machines et vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Je veux que vous sortiez de cette conférence en étant le plus à l'aise possible. La pensée humaine, ce qui vous caractérise vous en tant qu'individu, par votre cognition, par votre émotion, par vos sentiments, ne sera jamais mise en danger par les technologies qu'on a. Pourquoi? Parce que la pensée humaine, en fait, elle n'est pas du tout automatisable. C'est le fruit d'un doute continu qu'on ne peut pas modéliser. Au mieux, on peut simuler, on peut tromper, on peut faire croire, on peut jouer. Comme dans ces images de jeux vidéo, j'ai mis le jeu de Rockstar qui s'appelle... personne ne le reconnaît? Elle est noire. Merci, bravo. Alors, qu'est-ce que c'est que cette technologie politique? Quelles sont ses sources et quel est l'effet qu'elle va produire? Eh bien, les sources, c'est le corporate hacking, ce sont les différents activismes et c'est l'empowerment de façon générale. Le corporate hacking, c'est quoi? C'est être capable de travailler dans une structure, dans une organisation et d'être bienveillant à son égard en essayant de bouger les lignes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais un petit peu hacker, je vais un petit peu pirater, mais à chaque fois, je vais le faire avec bienveillance dans l'intérêt de mon organisation. Et les activismes, on les connaît, il y a différents activismes aujourd'hui en faveur des droits. Et l'empowerment, de façon générale, c'est ce qui va permettre de donner une puissance aux individus. Et le but, c'est quoi de cette technologie politique? Finalement, c'est de libérer les individus dans les organisations. Si on ne fait pas ça, on ne sera pas capable de mettre en œuvre cette 4e révolution industrielle dont je vous ai parlé. Et il y a une chose que j'ai l'habitude de dire aux industriels.
Il n'y aura pas de 5e révolution industrielle si on n'est pas capable déjà de faire la 4e. Et la 4e, elle suppose de casser les murs, elle suppose d'ouvrir les silos, elle suppose vraiment d'avancer et de voir loin. Ces opportunités industrielles, elles sont portées par de nouvelles technologies. C'est un défi pour l'emploi parce qu'il y a de nouvelles compétences à acquérir. Les compétences vont changer en permanence, mais surtout, elles vont nous permettre d'aller vers de nouvelles organisations. Et ces nouvelles organisations, c'est quoi? C'est des démocraties de plus en plus ouvertes, et c'est aussi le principe holacratique, c'est-à-dire vraiment où on va privilégier finalement la compétence plutôt que le niveau hiérarchique, c'est-à-dire que selon les projets, selon les moments, on va réorganiser les groupes. Les nouvelles organisations, leur défi, c'est de trouver un équilibre très fragile. Il s'agit de passer dans un trou de souris. Ce trou de souris, c'est quoi? C'est être capable d'humaniser les machines sans tomber dans ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. La vallée de l'étrange, c'est un sentiment de rejet qu'on va générer quand on va être au contact d'une machine qui va représenter trop bien les traits humains. Et donc du coup, on va vraiment avoir une posture d'angoisse et de rejet. Et l'automatisation des tâches humaines, c'est quelque chose qui fait très peur, parce qu'on se dit, ma foi, est-ce que vraiment dans mon job, est-ce que dans mon activité, est-ce que j'ai vraiment envie de faire des tâches répétitives? Est-ce que vraiment je suis capable de m'épanouir en refaisant 100 fois par jour la même chose pendant toute ma vie? Et en même temps, est-ce qu'il y a certaines choses qu'il va falloir quand même que je fasse un peu comme un automate? Et donc, à chaque fois, il va falloir trouver un équilibre, à chaque fois, il va falloir se poser la question, savoir comment humaniser les machines et quelles tâches automatiser. Ça ne peut pas fonctionner si les organisations qui vont mettre ces projets en œuvre, si elles ne prennent pas la peine de revoir leur fonctionnement et de libérer la parole, de prendre la parole justement des personnels de terrain, des techniciens et des opérateurs. Alors là, j'ai envie de renvoyer dos à dos deux personnalités très fortes, le président des États-Unis d'Amérique et un héros de la science moderne qui est Aurélien Barraud. Pourquoi cette posture un petit peu provocante? Déjà, c'est un petit peu pour relancer votre attention à ce moment de la conférence. Et c'est aussi pour dire, voilà, d'un côté, on a quelqu'un qui met en doute finalement l'existence du réchauffement climatique. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui nous dit que la 5G tue. Alors, petit sondage, comme j'ai pu faire tout à l'heure. Levez la main ceux qui pensent que le réchauffement climatique n'existe pas. Normalement, personne n'a changé d'avis. Levez la main ceux qui pensent que la 5G tue ou va tuer. Ah, on a quand même deux personnes. Bon, alors ces deux personnes qui ont levé la main, je vous rappelle que vous avez vraisemblablement des téléphones portables qui sont déjà en 4G. Donc si la 5G tue, peut-être que la 4G tue à petit feu, je ne sais pas. Ce que je veux dire par là, de façon un petit peu ironique, et j'ai beaucoup de respect pour Aurélien Barraud hein, et beaucoup d'admiration, je l'ai mis dans la conférence parce que je trouvais que cette posture, finalement, s'inscrit un peu en faux par rapport à la dynamique de notre époque. C'est-à-dire que si on regarde le coût de fonctionnement de la Terre à gauche, on voit que si on vivait comme des Australiens, il nous faudrait 5,5 terres pour pouvoir assurer la production de nos ressources. Donc c'est complètement dingue, c'est absolument dingue. Dans ce classement, on voit que les Indiens sont les mieux notés parce qu'il leur faut juste la moitié d'une planète. Et on appelle ça le jour du dépassement. C'est ce moment dans l'année où on consomme beaucoup plus de ressources qu'on est capable, que la Terre n'est capable de le supporter. Et mon postulat, quel est-il? Il est que l'exploration spatiale, la conquête spatiale, finalement, le développement de notre espèce en espèce interplanétaire, va nous permettre de résoudre énormément de problèmes. Aujourd'hui, sur Mars, on a des robots. Ils sont automatisés. Demain, on aura une colonie. Et elle pourra se développer justement grâce aux robots et grâce aux automatismes. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour survivre sur Mars, il faut être vraiment frugal. Alors pour y aller, c'est un coût très important. Mais une fois que vous êtes là-bas, il faut vraiment être capable de faire face à des défis extrêmes. Et si on arrive à faire face à ces défis extrêmes, si on arrive à être résilient, si on arrive à être économe, écologique quelque part, si on arrive à faire d'un désert une planète verte, eh ben je pense qu'on aura les capacités justement de préserver cette planète qui nous est chère, qui est la Terre. Et donc l'idée, c'est que c'est seulement en rentrant pleinement dans la 4e révolution industrielle, c'est seulement
en permettant vraiment aux gens de se former à toutes les nouvelles technologies, à toutes les nouvelles compétences, en arrêtant uniquement de penser en termes de métier, mais en pensant en termes d'employabilité, de compétences, et en fédérant tout le monde autour d'un projet fort, qu'on arrivera justement à pousser notre modèle économique et sociétal pour en faire quelque chose de véritablement résilient. Donc ça, ce sont des images de SpaceX qui ont été diffusées par Elon Musk, qui montrent les premiers projets de navettes, c'est à horizon 2022. Ensuite, 2022, donc c'est les cargos. 2024, premiers passagers. Et là, on est autour de 2030, c'est les projets d'implantation. Et pour conclure, donc, au boulot les robots, pas uniquement pour créer les problèmes qu'on a créés, pour régler les problèmes qu'on a créés, mais aussi pour nous aider justement à concevoir cette société du futur dont on rêve, à la fois donc, avec des robots qui vont être capables de dépolluer les océans, de récupérer les plastiques sur les plages, de mieux faire le tri sélectif, de nous aider aussi à aller vers une société zéro déchet, de nous aider aussi à mieux gérer les coûts énergétiques et un jour de passer justement à une autre à d'autres types de moteurs pour abandonner le thermique, pour passer à l'électrique, à l'hydrogène et à des transports aériens plus verts. Donc pour ça, à nouveau, au boulot les robots, je vous remercie de votre écoute. Je suis disponible pour des questions, si vous en avez. Merci. Est-ce qu'il y a un... Oui. Alors, il me reste 5 minutes. Je trouve que vous n'avez pas bien répondu à la question. Est-ce que la 5G tue ou pas? Évidemment, je n'ai pas répondu à cette question. Alors, l'idée, c'est que la promesse de la ville connectée, la promesse de l'usine du futur, ces promesses-là ne pourront être réalisées qu'avec le déploiement de la 5G. Ça va nous permettre d'accélérer les échanges de données, ça va nous permettre de déployer vraiment des objets connectés, de faire de l'edge computing, c'est déjà la capacité à déporter les puissances de calcul au plus proche des processeurs et donc d'envoyer qu'un minimum d'informations. Donc ça va nous permettre de faire énormément de choses. La 5G, au contraire, selon moi, elle va sauver des vies parce qu'on va avoir une compréhension plus fine de notre environnement, on va pouvoir faire davantage de préventifs, on va avoir des modèles prédictifs de plus en plus fins et précis, et on va avoir des temps d'échange beaucoup plus rapides. La nouvelle monnaie, finalement, c'est la vitesse, c'est le temps, et aller plus vite, ça nous permet finalement d'être plus économique, de mieux gérer nos ressources. Donc non, selon moi, elle ne tuera pas. Après, si on parle d'un point de vue électromagnétique, l'exposition à la 5G, c'est comme l'exposition au Wi-Fi. Il faut faire attention, il ne faut pas forcément être à côté d'une source qui va émettre des ondes très très fortes. Si on dort à côté H24, évidemment, ça peut avoir des risques sanitaires. Mais d'un point de vue sociétal, et c'est sur ce niveau-là que je me situais, non, la 5G ne tue pas, selon moi. Une autre question ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur encore des robots et des IA dans la salle, après mon intervention? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont perdre leur job à cause d'une IA ou d'un robot, que leur job va être impacté? Ouais, vous voulez témoigner? Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole là-bas. Merci. Effectivement, je suis informaticien et peut-être que bientôt les IA... Un peu plus fort, je ne vous entends pas. Excusez-moi. Je suis informaticien et peut-être bientôt que les IA coderont à ma place. Et du coup, j'aurai plus de travail. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, je pense pas. Moi, je pense que si je peux continuer à vivre sans travailler avec le même niveau de confort actuel, voire mieux, ça me va très bien. Effectivement, c'est-à-dire que non seulement ça nous pousse à interroger la définition de métier, mais la définition même aussi de travail. Qu'est-ce qui a du sens? C'est pour ça que j'ai eu une séquence où j'ai parlé un petit peu des 3 grands défis, de ce qu'ils amenaient, le problème de gouvernance, l'extinction du vivant, la perte de sens. Et finalement, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que c'est pas tant, selon moi, c'est pas tant de protéger des jobs coûte que coûte et de se tenir à des modèles de société qui sont devenus obsolètes.
L'intérêt, c'est plutôt savoir quelle est la compétence qui a encore du sens, quelle est la compétence qui sera encore utile plus tard, et à quoi est-ce qu'elle va me servir. Elle va me servir à construire quelle société. Donc, puisque je pense que ce que j'annonce là, ça va vraiment faire tache d'huile et ça va vraiment viraliser. Donc cette réflexion sur des IA qui codent par elles-mêmes, oui, ça existe déjà en fait. Hein. On a AutoML par exemple, on a plein de choses comme ça. Et je pense que ça va aller croissant. Maintenant, est-ce que... je ne crois pas vraiment à la disparition des métiers, à part quelques exceptions, hein, c'est 5%, on parle 5 à 10% maximum. Je pense qu'on va avoir des modifications des métiers. C'est-à-dire peut-être que vous allez être le chef d'orchestre de plusieurs intelligences artificielles et que vous allez les éduquer, vous allez leur apprendre à apprendre, et ensuite vous allez leur mettre un petit peu des points de passage pour voir comment est-ce qu'elles se comportent. Et parfois vous rentrerez à nouveau dans le code peut-être. Et ce sera en tout cas très utile d'avoir des gens qui sont capables de rentrer dans le code pour l'expliquer aux autres. Et je pense qu'il va y avoir une émergence de, j'appelle ça des auditeurs, mais peut-être que ça prendra un autre nom, de gens qui sont capables de dire tel algorithme a été conçu comme ceci. Et c'est important parce qu'on va prendre telle décision de justice, parce qu'on va faire telle loi, ou on va décider telle chose qui est très importante pour le collectif et pour le bien commun. Et donc il faudra des gens qui soient capables quand même de dire voilà, l'algorithme fonctionne comme ça. Et justement, vous me faites penser à un métier qui est totalement de la science-fiction, qui est inventé par Isaac Asimov, qui s'appelle un robot psychologue. Donc c'est la personne qui est à la fois un informaticien et un psychologue et qui comprend comment fonctionne. Là, il parle de cerveau d'un robot. Du coup, et ça, c'est un métier que j'aimerais bien voir de mon vivant. Je ne sais pas si ça existera, mais en tout cas, on a déjà des chatbots qui sont capables de vraiment simuler, y compris des relations amoureuses. Hein. Donc, si on est capable de susciter des sentiments avec des scripts, finalement, de dialogue automatisés, intelligents, bon, bah, on peut aller très très loin dans ces perspectives-là. Mais je pense pour autant que les sciences humaines, puisque derrière l'idée de psychologie, il y a l'idée de sciences humaines, je pense au contraire que les sciences humaines vont se retrouver extrêmement renforcées par cette automatisation peut-être à outrance selon certains, parce que plus il y aura de robots autour de nous, plus ce qui fera de nous des humains intrinsèquement sera renforcé. Aujourd'hui, on est parfois dans une société qui est un petit peu où on est anonyme finalement, où on se distingue plus, où finalement il y a parfois un manque d'empathie, un manque de solidarité. Et je pense que plus on va aller vers des sociétés où on va clairement identifier où sont les automates, où sont les inhumains, entre guillemets, et où pour cette fois-ci les inhumains seront vraiment des machines. Et parce qu'on a tendance parfois à mettre certains groupes d'individus ou certaines parties de la population qu'on va rejeter. Moi, je préfère qu'on rejette finalement des robots en disant ça, c'est bien un robot, plutôt qu'on le fasse avec des individus. Donc je pense que davantage on aura de robots, on va susciter des rejets, évidemment, comme il y a eu les Luddites au XVIIe siècle, qui étaient ces paysans qui sont rentrés dans des usines qui étaient en train d'être mécanisées par la vapeur. Ils ont détruit les machines à vapeur parce qu'ils avaient peur que les machines à vapeur prennent leur emploi. Donc on va avoir des Luddites à nouveau, donc on les appelle les Luddites, des néo-Luddites, qui vont sans doute s'en prendre à tous les avatars et toutes les représentations de la modernité et de l'innovation, hein, depuis la start-up jusqu'aux robots, qui vont rejeter tout ça en bloc. Mais je pense, malgré tout, je suis un optimiste, qu'il y aura un effet positif, c'est-à-dire que plus le robot sera parmi nous, plus l'humain sera valorisé, et donc aussi les sciences humaines. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur? Si on peut prendre une dernière question. Merci. Oui, j'ai l'impression que ces révolutions dont vous parlez, de par leur ampleur, nécessitent des adaptations au niveau politique absolument phénoménales. Et est-ce que c'est pas ça qui bloque quelque part les industries qui sont obligées de se développer dans un modèle économique qu'on connaît tous? J'ai pas entendu la fin de la question. Les industries sont obligées de se développer dans un modèle économique basé sur la concurrence. Et vous parlez de sociétés hyper intégratives où tout serait transparent. On en est très loin. Il me semble que le frein, à l'heure actuelle, est très politique, en fait. Oui, alors j'ai pas tout à fait entendu la question, mais je crois avoir compris l'essentiel. C'est l'idée qu'il y a une hyper concurrence entre les sociétés et les politiques et que ça freinerait le changement. C'est ça?
Ok. Oui, ça c'est la situation actuelle et c'est absolument le logiciel idéologique, intellectuel dans lequel on a été conçu. Ça fonctionnait très bien pendant la guerre froide, ça fonctionnait très bien pendant les 30 Glorieuses. Aujourd'hui, le monde a complètement changé, la donne est différente et on est dans une situation plutôt de survie. Donc, quand on est dans une situation de survie, on doit s'entraider les uns les autres parce que sinon, il n'y a pas de fin de la partie. Le jeu s'arrête. Donc, c'est plutôt dans cette situation-là dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible que dans quelques années, on sera vraiment choqué de voir qu'on fait des publicités pour des moteurs thermiques aujourd'hui. Tout comme on est choqué, aujourd'hui on a interdit la publicité pour les cigarettes, la publicité pour l'alcool. Peut-être que nos enfants ou les enfants de nos enfants seront choqués de se dire qu'au début du XXIe siècle, on continue à faire de la publicité pour des moteurs thermiques. Parce que la pollution, parce que ceci, parce que cela. Donc je pense que les choses vont vraiment changer parce qu'on n'a pas le choix. Et je ne suis pas un collapsologue, je ne suis pas du tout un prophète de l'apocalypse. J'ai une vraie conviction profonde dans les forces de l'imagination, de la créativité et de l'industrie. Et je pense qu'elles sont vraiment beaucoup plus fortes et qu'elles vont nous permettre de surmonter tous les défis que j'ai nommés. Donc j'ai envie de dire qu'il faut fabriquer la confiance dès maintenant. Je vous ai donné les clés sur comment est-ce qu'on fabrique la confiance. J'ai envie de dire, et vous maintenant, que faites-vous ? Mettez les boulots aux robots et mettez-vous aussi au boulot. Fabriquons ensemble de la confiance. Merci.